La conversation entre François Peyotte et Bernard de Montréal porte sur le thème de l'expérience humaine. François Peyotte annonce prendre une pause dans sa carrière, motivé par le fait de ne pas vouloir être idolâtré. Il laisse alors la place à Bernard de Montréal pour continuer la discussion. Ils envisagent d'aborder l'expérience humaine selon deux perspectives, collective et individuelle. François évoque la réflexion de Jacques Langiran qui considère que la vie est une succession d'expériences, souvent malheureuses, mais qu'il est possible d'en tirer des enseignements positifs. Il propose donc de commencer par parler de la Révolution française, qui a marqué un tournant dans l'histoire de la France et a influencé d'autres pays dans le monde. Il souligne que la Révolution française a mis fin à la monarchie catholique, a instauré un système socialiste et a inspiré d'autres mouvements communistes à travers le monde. Cependant, il note que la Russie et la Chine, qui étaient à l'origine de cette idéologie, semblent faire demi-tour et chercher une plus grande démocratie. François pose alors la question de savoir si la Chine peut réellement parvenir à la démocratie, compte tenu de sa population d'1 milliard de personnes. Bernard répond en expliquant que le concept de démocratie est en évolution constante, tout comme les idéologies. Il affirme que la Chine a un problème de surpopulation, et rappelle que la mentalité chinoise est basée sur la conscience collective, sans réelle notion d'individualité. Il ajoute que la Chine et le Japon ont une approche commune de la vie, en lien avec leur histoire et leur culture. La Chine a été maintenue sous tutelle impériale pendant des millénaires et a été contrainte de se développer en vase clos. Cette condition psychologique a profondément influencé la mentalité chinoise. Aujourd'hui, le pays est à la croisée des chemins entre la conscience collective nationale et la conscience individuelle qui cherche à s'exprimer. La Chine est confrontée à une transformation profonde et doit se confronter aux idées occidentales et à l'importance de l'individualité. Le concept de démocratie dans les pays socialistes a été exploité idéologiquement, mettant l'accent sur le peuple mais négligeant l'importance de l'individu. La Chine est également confrontée au miroir japonais et doit choisir entre la voie du marxisme-léninisme temporisé ou répressif. La Russie est dans une situation similaire, mais avec une plus grande diversité ethnique et culturelle. Les peuples veulent s'identifier à leur histoire et faire valoir leur mémoire. Les chefs d'État totalitaires sont réticents à accorder de la liberté, car ils savent que cela peut conduire à une demande croissante de liberté. Le monde observe ces deux pays avec attention, se demandant quel sera leur avenir. Selon l'auteur, même si les systèmes totalitaires peuvent avoir de bonnes intentions démocratiques, il est nécessaire de revoir fondamentalement les droits individuels. Pour construire une conscience collective capable de remettre en question n'importe quelle idéologie. Il estime que les intellectuels européens du XXe siècle ont été séduits par des idéologies comme le socialisme ou le communisme, mais s'ils avaient réellement compris la nature de l'homme et la puissance de l'esprit en lui, ils ne se seraient pas laissés empoisonner par ces idéologies. L'auteur affirme qu'il y aura une révolution intérieure dans l'humanité où les idéologies politiques seront dépassées au profit d'une perception intégrale de l'être humain. Cette révolution intérieure se produit déjà et les systèmes politiques en font l'expérience, mais l'humanité devra finalement la reconnaître. L'auteur souligne que l'esprit dans l'homme ne peut pas être opprimé par des machinations politiques, car il est au-delà de l'homme et fait partie de sa lumière. Il estime que des forces cosmiques descendent sur la planète et que les individus réaliseront l'importance fondamentale de leur conscience. Selon l'interviewé, Gorbatchev a régularisé le mouvement des frontières avec la Chine car les communistes réalisent que la guerre n'est pas une solution et que l'hégémonie communiste russe ou chinoise est une illusion. Les alliances communistes se désagrègent petit à petit car les peuples ont des problèmes économiques et aspirent à la prospérité que le capitalisme peut offrir. Le communisme international est menacé par la puissance agressive du capitalisme international. Après les échecs du communisme en Chine et dans d'autres pays, les dirigeants sont obligés de reconsidérer leurs mouvements et de refaire des alliances avec l'Occident. Toutefois, l'interviewé souligne également que l'on ne peut pas mettre toute sa foi dans la bonne volonté des nations, et que certaines forces puissantes peuvent jouer un rôle dans la grande rencontre entre les blocs de l'Est et de l'Ouest. Les politiciens sont souvent naïfs et manquent d'une vision d'ensemble de l'évolution politique mondiale, ce qui les oblige parfois à se mentir pour des raisons de protocole et de diplomatie. Gorbatchev et les dirigeants russes sont contraints de faire des concessions militaires en raison de leur incapacité à subvenir aux besoins de leur peuple sur le plan économique. L'interviewé ne remet pas en doute la sincérité de Gorbatchev ou des Chinois, mais souligne l'importance des contraintes économiques dans leurs décisions. L'auteur évoque l'existence de forces souterraines puissantes dans les peuples et les nations, qui ne peuvent être indéfiniment contrôlées par les gouvernants.
Il prédit des bouleversements profonds dans des pays tels que la Russie, la Chine et les pays d'Afrique du Nord, qui pourraient être déclenchés par des événements gratuits et abominables, tels que ceux décrits dans le livre de Rushdie. Il souligne l'importance des émotions dans ces pays, ainsi que le besoin de légiférer au niveau local en Russie et le rôle des étudiants en Chine. Il met en garde contre les dangers de ne pas répondre aux demandes de ces groupes et exprime des inquiétudes quant à la paix mondiale. Ensuite, il évoque deux hypothèses. La première est une stratégie politique de bluff de Gorbatchev, tandis que la seconde est que les États-Unis, la Russie et la Chine auraient un ennemi commun, à savoir les extraterrestres. Selon certains ufologues, ces pays auraient autorisé l'implantation de bases souterraines extraterrestres en échange d'avantages technologiques. Cependant, il est suggéré que ces extraterrestres pourraient être devenus agressifs et qu'une alliance mondiale serait en train de se former pour les éliminer. Des déclarations ont été faites par des militaires et des pilotes, ajoutant de la crédibilité à cette hypothèse. Dans cet extrait, les intervenants discutent de l'hypothèse selon laquelle le gouvernement américain détiendrait des ovnis et des corps d'extraterrestres. Selon certaines sources, des officiels à la retraite participent à des congrès d'ufologues. Pour révéler cette information, car le gouvernement américain aurait mal géré cette affaire et souhaite que les ufologues fassent connaître au public une partie de cette information. Cette révélation serait importante pour préparer l'humanité à une éventuelle attaque générant une guerre mondiale. Ensuite, les intervenants explorent l'hypothèse selon laquelle il y aurait des êtres extraterrestres ayant la capacité de contrôler le temps et leur matière corporelle. Ils n'auraient donc pas besoin de permission pour s'établir sur une planète et pourraient se matérialiser à volonté. Ces êtres auraient besoin d'utiliser des corps matériels afin de respirer l'oxygène de notre monde et d'établir des liens de communication avec leur propre univers. Les accidents de crash d'ovnis seraient en réalité intentionnels, permettant à ces êtres d'entrer et de récupérer de l'information avant de repartir. Selon l'auteur, lorsqu'une rencontre avec des êtres extraterrestres a lieu sur Terre, cela implique généralement que les êtres humains doivent arrêter leur processus d'oxygénation pour devenir utilisables par les extraterrestres. Cependant, les extraterrestres n'ont pas les mêmes capacités émotionnelles que les humains et sont capables de communiquer de manière télépathique sans perdre conscience. Les humains, quant à eux, sont en voie d'évolution et de compréhension de ces intelligences extraterrestres, mais ont besoin d'une étude personnelle pour véritablement comprendre leur relation avec elles. L'auteur estime que dans les générations futures, il y aura suffisamment d'individus sur Terre ayant intégré leur énergie et développé leur intelligence mentale pour pouvoir établir un contact avec les extraterrestres sans perdre leur autonomie émotionnelle. Cependant, cela dépendra de l'évolution de chaque individu. L'auteur prédit également que l'humanité dans son ensemble sera confrontée à la présence extraterrestre et sera obligée de le vivre, mais que les individus ne seront pas obligés de le faire. Ils auront la possibilité de travailler avec les extraterrestres ou de se retirer complètement de toute relation avec eux. L'auteur souligne néanmoins que si les extraterrestres menacent d'envahir ou de déstabiliser la planète au point que les gouvernements mondiaux doivent former une gouvernance mondiale, il sera nécessaire que les individus ayant une conscience suffisamment intégrée et avancée empêchent ce processus. Il estime que si l'humanité se soumet totalement à une influence extraterrestre dans sa gouvernance, ce serait une défaite ultime pour l'homme, apocalyptique pour la planète et mettrait fin à l'évolution de la conscience humaine. Selon les déclarations de John Lear, il existe un plan mondial d'hégémonie et de contrôle exercé par des entités extraterrestres. Ces êtres prétendent, d'après des témoignages d'ufologues, que l'humanité est une source d'organes indispensables pour eux. En effet, leur étude a démontré que chaque organe du corps humain vibre au taux vibratoire d'une planète. Ainsi, en se greffant un organe humain, ils peuvent entrer dans l'humanité et se nourrir de chair humaine. Cette situation est perçue comme dangereuse et cosmiquement problématique. Cependant, l'humanité fonctionne principalement avec une pensée mécanique et n'a pas encore la capacité de percevoir ces infiltrations organiques. Selon le conférencier, il existe des centres de conscience humaine qui aideront à révéler les connaissances cachées en chacun et permettront à certains individus de s'échapper de ce phénomène de contact entre les extraterrestres et les gouvernements. La transformation profonde de l'être humain ainsi que la prise de conscience de sa propre ignorance seront nécessaires pour faire face à cette réalité. Selon le conférencier, il est important de prendre conscience que la vie telle que nous la connaissons actuellement n'est pas comparable à la vie qui sera révélée à travers le phénomène extraterrestre. Certaines intelligences extraterrestres possèdent une technologie si avancée qu'elle pourrait facilement manipuler l'humanité.
Les individus qui travaillent dans les gouvernements et les agences de sécurité seront les premiers à réaliser les dangers potentiels de la rencontre avec ces intelligences. L'émotion humaine, bien qu'elle soit une énergie louable, peut également être un frein à une ouverture complète de l'esprit humain envers l'universalité. Cela signifie que l'humanité doit évoluer rapidement et se transformer pour changer son taux vibratoire afin de s'adapter aux lois cosmiques régissant la planète. Une énergie nouvelle est en train de se diffuser dans le monde, forçant les individus à élever leur niveau vibratoire en préparation d'un éventuel contact officiel avec les êtres extraterrestres. Le journaliste mentionne également une déclaration des chefs d'État Reagan et Gorbatchev lors du sommet de Genève en 1988, où ils ont affirmé qu'ils formeraient une alliance en cas d'invasion extraterrestre. Cependant, le conférencier affirme que faire alliance contre des races dotées de technologies immatérielles serait impossible. En ce qui concerne les enlèvements et les mutilations signalées, le conférencier explique qu'il existe un problème démographique sur la planète et que des solutions devront être envisagées pour le résoudre, peut-être en coopération avec les extraterrestres. Il affirme également que la réalité géopolitique de la planète se divisera en deux au XXIe siècle. Une réalité de masse et une réalité pour les individus avancés en conscience et en vibration. Il est donc essentiel de regarder objectivement vers l'avenir de l'humanité, au-delà des émotions, pour comprendre l'évolution expérimentale de la planète. Dans cet échange, Bernard de Montréal explique que les individus dotés d'une conscience vibratoire élevée travailleront avec des intelligences créatives faisant partie de leur lumière. Ils auront la capacité de travailler contre les forces imposées à l'humanité. Cependant, il souligne que tant que les hommes ne seront pas dans leur pouvoir et dans leur lumière, ces forces continueront à s'amplifier. Les individus conscients pourront éventuellement prendre en main la gestion politique de la planète, purifier les coques éthériques des êtres imposants et substituer leurs technologies pour des technologies plus avancées. Cela demande une transformation mentale, une élévation émotionnelle, une restructuration de la conscience et une initiation solaire. Les fils de la lumière doivent avoir plus d'audace que les fils des ténèbres, car ce sont eux qui auront la gestion future de l'humanité. Bernard de Montréal affirme également que les forces du cosmos ne pourront intervenir officiellement sur notre planète que si les hommes en sont avertis et conscients de la situation.